Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous parle du livre Histoire de la médecine de Roger Dachèze. Alors pourquoi écouter ce résumé? Eh bien si vous avez envie de comprendre l'évolution de la médecine au fil du temps, de découvrir les progrès médicaux importants et les personnes qui les ont réalisés, si vous avez envie de vous immerger dans des histoires fascinantes de médecins, de patients et de découvertes médicales, et si vous souhaitez élargir vos connaissances générales, votre culture, en explorant un domaine important de l'histoire, et ou tout simplement se plonger dans un sujet passionnant, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. C'est parti! Au niveau du déroulé du livre, ça va être assez simple comme processus puisque c'est un livre qui est écrit de façon chronologique. Donc l'auteur va partir de l'époque babylonienne, enfin un petit peu avant, pour arriver à nos époques contemporaines. Chose importante à préciser quant à l'auteur, il est toujours important de vérifier qui a écrit. C'est en plus d'être un historien forcément avéré, c'est aussi un médecin. Alors la première période à laquelle il fait référence, donc c'est la période d'Azur à Babylone, ce qu'il appelle la préhistoire de la médecine. Alors au niveau du planning, c'est entre moins 4000 et moins 500 avant Jésus-Christ. Il nous parle ici de la médecine mésopotamienne. À l'époque, il faut savoir que on considérait que la maladie, en fait, ça résultait d'une offense que l'on avait pu faire aux dieux, et du coup, le symptôme de ces maladies était finalement des punitions. Donc, on va devoir traiter la cause de l'offense et non pas directement le symptôme. Il y a tout un processus d'investigation qui ressemble finalement au diagnostic médical contemporain, c'est-à-dire qu'on va interroger le patient et on va faire des examens complémentaires pour comprendre d'où viendrait cette punition. Et donc on va faire ce qu'on appelle des examens qu'on va nommer procédés de divination. Alors il y en a plusieurs. Il y a la lécanomancie, qui consiste à interpréter des figures dans un mélange d'eau et d'huile. On a l'empyromancie qui consiste à lire les signes dans la fumée de la farine. Et on a l'oniromancie qui est l'interprétation des rêves. Mais ce que l'on fait le plus à cette époque, c'est l'observation des astres et des entrailles des animaux que l'on peut sacrifier dans ce but. Et c'est ce qu'on appelle l'hépatoscopie. On va prélever la rate et le foie d'un mouton que l'on va sacrifier pour essayer de lire les signes et éventuellement y trouver la solution au problème du patient. Alors à l'époque, il y a déjà les premiers balbutiements d'une chirurgie esthétique du nez, on y reviendra un peu plus tard dans le livre, et on opère déjà de la cataracte que l'on appelle poétiquement à cette époque le nuage des yeux. Alors la deuxième période qui est abordée, c'est la période qui court de moins 1550 jusqu'à moins 30 avant Jésus-Christ, et c'est la période de l'ancienne Égypte. Alors ça se découpe en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une première partie de l'histoire où on retrouve de nombreux papyrus médicaux, et puis ensuite à la basse époque, ce qu'on appelle la basse époque de l'Égypte ancienne, il va y avoir un regain pour la magie et qui du coup va faire ralentir toutes les progressions médicales qui vont finalement, la magie va finalement masquer un peu le pragmatisme et le sens critique dont avaient pu faire les premiers médecins du Nil. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte ancienne, il y a toujours un lien important entre la médecine et la religion, mais avec une autre tonalité que pour les Babyloniens, c'est-à-dire que les Babyloniens, eux, voyaient l'enfer partout et savaient qu'ils allaient rejoindre les enfers post-mortem, alors que pour les Égyptiens, la vie après la mort, c'est plutôt une félicité éternelle. Et donc les maux des patients ne viennent pas des dieux. Et c'est là que apparaît finalement une médecine laïque. Si le symptôme n'est pas le signe d'une punition divine, du coup c'est autre chose et il faut trouver cette cause et tenter de résoudre le problème. C'est un autre processus intellectuel et un autre processus de recherche. Y a un modèle moitié historique, moitié légendaire qui apparaît à cette époque-là, en la personne d'Imhotep, qui a vécu environ vers moins 3000 avant Jésus-Christ.
C'est un architecte et un chancelier du pharaon, et c'est lui qui va inventer la première pyramide, et du coup c'est un peu la superstar, et on en fait par la suite un dieu, mais on oublie que ça a été le premier des grands médecins. On retrouve à cette époque-là 4 grands papyrus qui vont détailler un peu les rudiments de l'anatomie et de la physiologie. Donc ça va regrouper en fait des disciplines comme la traumatologie, la gynécologie, le traitement des abcès, ça parle des intestins et des morsures, qui étaient assez importantes à cette époque-là en raison des serpents et des scorpions. Alors, on a retrouvé sur les momies un certain nombre de maladies qui en dit un petit peu plus sur la vie des Égyptiens. On a retrouvé la variole, on a retrouvé ce qu'on appelait les vertèbres de bambou, on a retrouvé des traces de tuberculose, des abcès dentaires, de l'athérosclérose, ce sont les dépôts de graisse dans les vaisseaux, et on a retrouvé aussi des trachome. Et les papyrus vont faire une description clinique des symptômes et des maladies, mais ne donnent pas encore de nom aux maladies. Alors on sait aussi qu'il y avait énormément de fractures et de luxations à cette époque-là, et qu'il y avait aussi pas mal de tumeurs externes, puisqu'on retrouve beaucoup de descriptions dans les papyrus de ce genre de problème. Alors, il va y avoir quand même un certain nombre de procédés qui existent déjà en Égypte ancienne. Par exemple, il y a un test de grossesse que les femmes faisaient. Elles urinaient sur de l'orge ou du blé. Et en fait, si cela germait, elles étaient enceintes. Alors, c'est pas un processus qui fonctionnait à tous les coups, mais en fait, les propriétés de l'urine étant modifiées par la grossesse, ça pouvait engendrer la germination des céréales ou non. On retrouve aussi les premiers contraceptifs avec un espèce de tampon vaginal qui était trempé dans de la coloquinte, de l'acacia, des dattes et du miel. Il y avait beaucoup de médecins des yeux et du ventre parce qu'il y avait beaucoup de troubles gastro-intestinaux et des problèmes de dents évidemment. Et il y a aussi pas mal de médecins de l'anus, et on traitait les hémorroïdes déjà à l'époque, et ils étaient aussi chargés des lavements, et en fait le lavement c'était quelque chose qui était très apprécié des Égyptiens, et du coup c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de médecins qui s'en occupaient. Alors évidemment, on sait tous que les Égyptiens étaient de grands constructeurs, donc il y avait aussi beaucoup d'accidents, et il y avait des médecins qui étaient dédiés au chantier, d'autres qui étaient dédiés aux grandes exploitations agricoles, dans les mines aussi et les carrières. Il y avait des médecins spécialisés pour les armées, et bien sûr il y avait les médecins du palais, donc pour le pharaon et ses proches. Il y avait déjà des remèdes assez précis qui étaient préparés par ce qu'on appelait les auxiliaires, donc c'était déjà les prémices de l'apothicaire. On connaissait déjà à cette époque les propriétés laxatives que pouvaient contenir le ricin et l'aloès. On savait que l'avoine calmait les diarrhées, on connaissait les propriétés adoucissantes et antibactériennes du miel pour traiter les petites blessures et les petites infections cutanées. On savait aussi que la mandragore c'était un antalgique et un anesthésique, et que la pierre d'Alain était hémostatique et désinfectante. Et évidemment, on connaissait déjà le pavot qui avait un effet narcotique et antispasmodique. On connaissait déjà la technique du bandage et les travaux de suture, mais il n'y avait pas encore de chirurgie, et notamment la chirurgie de la cataracte, contrairement à la Mésopotamie. À cette époque, on a aussi le premier anesthésique qui apparaît, parce qu'en fait, on découvre qu'avec le frottement de la pierre ou avec le frottement du marbre qui produit une chaleur et en versant du vinaigre dessus, avec l'évaporation se dégage finalement du CO2, qui va être le premier anesthésique développé. Il parle aussi du cas des Hébreux, puisque, comme tout le monde le sait, enfin non, d'ailleurs tout le monde ne le sait pas, mais il y a une prohibition de manipuler un cadavre chez les Juifs. Il y a le tabou du sang qui empêche finalement la médecine de prospérer. En revanche, la culture hébraïque va avoir de grands avantages dans l'apport de l'hygiène préventive, parce qu'ils n'ont pas le droit de manger de porc, et le porc à cette époque propage de nombreuses infections parasitaires. Et il y a aussi des interdictions de relations sexuelles pendant les règles et les grossesses. Et pendant ces périodes-là, en fait, ce sont des périodes où les MST se propagent beaucoup plus facilement. Et enfin, la circoncision étant obligatoire, cela instaure de fait une meilleure hygiène. Alors la troisième
période abordée, c'est la médecine qui naît dans la Grèce antique et avec des grandes figures comme Pythagore, Alcméon, Phildas et Hippocrate. Alors pour la première fois, on a des avancées dans l'anatomie et on commence à comprendre que la conscience émane du cerveau et non plus, comme on le croyait avant, du foie ou du cœur. Ça, c'est une découverte d'Alcméon qui sera ensuite repris par Hippocrate, le fameux. On commence à avoir des premiers fondements théoriques sur l'importance du régime alimentaire, sur l'importance de l'hygiène de vie, l'environnement et la météo dans tout ce qui est compréhension et prévention des maladies. Le plus grand médecin de cette époque, de l'Antiquité, c'est Empédocle d'Agrippante, qui naît à environ vers moins 490 et qui va s'inspirer d'Alcméon. Il va fonder les premières théories de l'évolution animale qui seront finalement les prémices de la conception darwinienne. Il va étudier l'embryogenèse de l'humain, il va disséquer beaucoup de fœtus, il va identifier le rôle que joue le placenta, mais il prend le contre-pied d'Alcméon en ce sens qu'il repart sur une théorie de la conscience qui proviendrait du cœur. Cela dit, il a quand même ce mérite de sortir de la médecine de la magie. On a aussi des grands noms comme Anaxagone et Diogène qui sont nés environ entre moins 500 et moins 428 et qui ont effectué un grand travail d'anatomie qui sera souvent cité par Aristote d'ailleurs. Et ils vont commencer à travailler, à étudier tout ce qui est système cardiovasculaire. Mais en fait, à l'époque, les médecins sont encore prisonniers de la confusion qu'ils font entre le système vasculaire et le système respiratoire, puisqu'en fait, à l'époque, ils ne disaient que des animaux, et de surcroît morts. Donc en fait, ils ne peuvent pas voir le mouvement des fluides, et ils ont tendance à confondre le système vasculaire, c'est-à-dire là où circule le sang, et là où circule l'oxygène, et ils ne savent pas encore identifier la manière dont l'oxygène se répand dans le corps. À cette époque, on a aussi l'émergence du gymnase, où en fait on étudie la journée, et puis on fait en même temps des exercices physiques, on fait des sports de combat, on fait de l'athlétisme et de la gymnastique. Et enfin, le fameux Hippocrate, qui est de cette époque-là, qui est né en moins 460 et qui meurt en moins 377. Alors lui, il décrète, c'est sûr, les dieux, ils n'ont rien à voir avec les maladies. Il va être un grand instigateur de la pratique du régime alimentaire pour prévenir les maladies. Et il va créer un régime par saison et il va recommander énormément d'exercices physiques et de marche. Il va faire de grands progrès dans le repérage des fractures et va apparaître avec lui les premières trépanations. Il y aura par la suite la création du serment d'Hippocrate qui va créer entre autres une éthique médicale, mais qui va aussi générer une forme de corporatisme. On a aussi la figure de Platon, qui est né en moins 428, qui est un contemporain d'Hippocrate. Il est philosophe. Pour lui, l'âme, c'est dans le cerveau, et c'est le cerveau qui guide l'homme. Donc il fait partie de ce mouvement qu'on va appeler encéphalocentrisme, mais pour autant, il considère que le foie, c'est aussi le siège de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le ça, et le cœur, c'est le siège du courage. Et on est encore une fois toujours dans la confusion entre le système cardiovasculaire, les fluides, entre l'eau, l'air, tout ça, ça se mélange un petit peu encore. On a aussi la figure d'Aristote. Donc Aristote, c'est l'élève rebelle de Platon. Alors il a fait énormément de choses, hein. Il a été logisticien, mathématicien, évidemment astronome, physicien, botaniste, et puis s'il en manquait encore un, il a été zoologiste et biologiste. C'est le fils d'un médecin. Et avec lui, c'est le retour du cardiocentrisme, donc le retour de l'âme dans le cœur. Alors Aristote, c'est un personnage qui va être important parce qu'en fait, il va être le précepteur d'Alexandre le Grand,
qui allait conquérir la Grèce et l'Orient, et du coup qui allait ouvrir un flamboyant chapitre de l'histoire médicale grecque. Et en moins 322, Alexandre le Grand va conquérir l'Égypte, et son général qui s'appelle Ptolémée va fonder ce qui s'appelle le musée. Alors le musée c'est quoi? C'est une académie qui est dédiée aux muses et où va s'épanouir tout un tas de sciences, de philosophie, d'art, etc. Et on a en tête évidemment la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui malheureusement a disparu, mais qui à l'époque rayonnait dans le monde entier, et qui va s'imposer en matière de médecine. Donc ça va être finalement une première école de médecine qui va devenir une institution d'État. Et pour la première fois dans l'histoire de la médecine, donc à cette époque-là, donc vers moins 300, 320, 315, pour la première fois, on lève un tabou et on permet la dissection sur des humains. Et alors là, évidemment, vous en doutez, il va y avoir des grands progrès en savoir anatomique, puisqu'on se contentait de disséquer des animaux et morts, comme je le disais. Donc, et à tel point qu'on va quand même aussi faire des vivisections, c'est-à-dire la vivisection, c'est une dissection, mais sur des gens qui sont vivants. Et ça, cette vivisection, on l'a fait sur des criminels qui sont condamnés à mort, et que l'État va livrer à la science, que le roi va livrer à la science pour les avancées médicales. Assez horrible. Alors pour la 4e période, on va parler de Rome, donc Rome qui est devenu le grand conquérant du monde. Et à Rome, vers moins 240 environ, il y a une très mauvaise image du médecin. Parce qu'il faut dire aussi que souvent ce sont des charlatans qui sont très largement incompétents, donc ça ne concourt pas à la bonne image du médecin. Mais c'est aussi pour la simple et bonne raison que souvent les médecins sont grecs. Or, les Grecs et les Romains, c'est pas le grand amour. Et il faudra attendre moins 50 à peu près avant Jésus-Christ pour que finalement les mentalités romaines évoluent un petit peu plus. Dans l'intervalle temps, la profession, elle va quand même s'organiser et il va y avoir une sorte de stabilisation. Alors, il y a plusieurs sortes de médecins à l'époque. On va avoir les médecins libéraux, qui sont installés dans ce qu'on appelle une taberna ou un medicatrina. Alors c'est un nom grec, donc je ne sais pas comment on se prononce, je n'ai jamais encore trouvé personne qui me fasse des cours de prononciation grecque, ancien. Et ces médecins-là finalement, ils soignent et puis ils prescrivent des remèdes qui sont préparés par ce qu'on appelle le pharmacopole. Et ce pharmacopole, il confectionne les remèdes à partir de matières premières qui sont récoltées par le rhizotome. Alors, rhizotome, ça vient du mot rhiza qui veut dire racine et tomos qui veut dire coupeur. Donc, le coupeur de racines va récolter la matière première qui sont ensuite collectées par le pharmacopole qui crée ces remèdes. Alors, ils ont quand même des avantages, ces médecins libéraux qui sont installés, c'est qu'ils ne payent pas de taxes et ils sont exemptés des obligations militaires. Ensuite, on va avoir une deuxième catégorie qui se nomme les archiatres et qui sont des médecins publics, des médecins municipaux finalement. Il peut y en avoir jusque 10 dans les grandes villes et ils se sont constitués en guildes. Alors eux, ce qu'ils font, c'est soigner gratuitement les pauvres avec des spécificités. Donc on va retrouver des archiatres des gymnases, des gladiateurs. Et ceux des gladiateurs, il faut quand même, ça nécessite une bonne maîtrise de la chirurgie. On a ensuite les archiatres palatins. Donc eux sont attachés aux plus hautes personnalités de la cour et ils étaient payés très cher. Et on a enfin les médecins des armées, donc on en compte à peu près 4 par cohorte de 600 hommes, ça ne fait pas beaucoup. Alors si on devait citer un médecin réputé, la star de cette période, ce serait Galien, qui est né en 129 et qui est mort en 201. Et finalement, c'est le dernier grand médecin antique de Rome et c'est notamment un très très grand anatomiste. Alors la 5e période, on va retourner vers l'Orient, pas l'Orient des Bignoux, hein, c'est L' et Orient. À partir de 200 après Jésus-Christ, il y a un siège romain qui est déplacé de Rome à Byzance et qu'on va renommer Constantinople en 330 après Jésus-Christ.
Et quand l'empereur Théodore meurt en 395, l'Empire va être divisé en deux. Donc on va avoir l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et Rome devient la capitale de l'État chrétien. Voilà pour le contexte. Alors, il y a un médecin qui s'appelle Oribase, en 360, qui va reprendre l'œuvre de Galien. Donc, je rappelle que Galien, c'est un des grands médecins antiques de Rome, un grand anatomiste. Donc, il reprend ses travaux et il va faire quoi? Il va faire des compilations. Donc, c'est pas un chercheur, mais c'est un compilateur. Et ces compilations vont être traduites en latin à partir du 7e siècle. Et ça a été enseigné à la fac de médecine de Paris jusqu'au 18e siècle. En 313, il y a un moment clé, c'est que Constantin autorise le culte chrétien. Et à partir de ce moment-là, la chrétienté va devenir la religion d'État. Enfin, à partir de 380. Et donc, en fait, il y a eu des implications dans la science, puisqu'elle a dû finalement s'adapter, cette science, à cette idée qu'il y aurait une vie éternelle, et surtout que, en fait, la vraie vie, ça se trouve après la mort. Mais c'est aussi la notion de la compassion chrétienne qui va pousser des cohortes de saints guérisseurs à voir le jour. Et évidemment, la fameuse charité chrétienne va remodeler et remanier l'hôpital qui va naître sous l'Empire. Donc avant, l'hôpital, ça avait une utilité qui était surtout militaire, hein, on soignait les combattants, mais en fait, avec la religion chrétienne, on va se mettre à soigner les pauvres, les vieillards, les voyageurs et les pèlerins. Et puis ensuite, au niveau du contexte historique, on va avoir la chute de Jérusalem en 636, qui va être suivie de la chute d'Antioche en 640, et en 642, Alexandrie est conquise par le monde arabo-musulman. Si bien qu'en 660, c'est la dynastie des Omeyyades qui va s'établir à Damas, et on va voir apparaître ce qu'on appelle des Hakimis. Les Hakimis, ce sont donc des Arabes qui sont des savants lettrés, et parmi eux, il va y avoir énormément de médecins. Un peu plus tard, en 750, c'est la dynastie des Abbassides qui vont élire leur capitale à Bagdad, et les premiers califats cherchent à attirer des hommes de lettres et puis des savants en créant une énorme bibliothèque un petit peu à l'image d'Alexandrie, et on va voir arriver des cohortes de médecins chrétiens qui vont dominer pendant très longtemps la médecine arabe en propageant le savoir antique qui avait été rapporté par les fameuses compilations. Alors, du Xe siècle jusqu'au XIe siècle, c'est la grande apogée quand même de la civilisation musulmane, hein, qui est très, à cette époque, qui est très humaniste, très ouverte, très féconde, avec énormément de découvertes, et qui sont pour la plupart issues du monde perse. On peut citer Rhazès, qui est médecin et alchimiste. On peut citer aussi Ali Abbas, qui était nommé Al-Majoussi, le mage, et qui laisse derrière lui un ouvrage très complet qui reprend Hippocrate, Galien, Oribase, Paul Égine et Rhazès lui-même. Et il va être imprimé, cet ouvrage, à Venise en 1492, et il va connaître une très large diffusion. Il faut citer aussi le grand Avicenne, qui est un Perse, mais qui n'a jamais été à Bagdad, et pourtant c'est le plus grand médecin arabo-musulman de l'époque. Il a en fait synthétisé les œuvres de ses prédécesseurs, mais avec une forme beaucoup plus claire et limpide. Il a su, on pourrait dire aujourd'hui, vulgariser les savoirs. Et en fait, ces ouvrages vont demeurer des vraies bibles médicales jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Donc il reprend le savoir des prédécesseurs, mais en fait, comme Oribase, il n'écrit aucune nouveauté. Et ce qu'il faut soulever, ce qui est important de comprendre à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté anatomique à cette époque-là, puisque le Coran interdit le contact avec les esclaves, et surtout interdit la dissection. Donc il se contente de recopier ce qu'il a sous la main, mais le problème c'est qu'il recopie aussi avec les erreurs qui étaient déjà présentes, et notamment il reprend ce qu'on appelait la théorie des humeurs,
Évidemment, il reproduit les erreurs sur les fonctions de la respiration et du cœur. Il y a un nouveau califat qui va se constituer en Espagne, c'est Al-Andalus, dont chacun a pu entendre parler. Donc Al-Andalus se constitue dès 750 et l'avantage de l'Espagne musulmane, c'est qu'il va y avoir une langue arabe commune qui va unir la péninsule ibérique et ça va faciliter d'autant plus les nouveaux savoirs et leur diffusion, avec comme point d'orgue en 929 la constitution d'une immense bibliothèque à Cordoue, qui va changer beaucoup de choses dans l'apprentissage et la diffusion du savoir médical. Parce qu'avant, en Espagne, c'était une médecine qui était très rudimentaire, qui était confiée aux moines et qui était une médecine qui n'était pas écrite, c'était une médecine orale qui se transmettait de manière orale. Et avec ce nouveau califat, il va y avoir énormément d'échanges entre Bagdad et Cordoue et les livres vont transiter, les médecins de Cordoue vont passer plusieurs années à Bagdad, ils vont revenir en Espagne pour rapporter un petit peu ce qu'ils ont appris. Et ça va créer une cohorte de médecins bien plus éduqués qu'avant. Premier grand médecin de cette époque, ça va être Aboul Cassis. C'est un contemporain d'Avicenne, mais Avicenne qui est à l'autre bout du monde du coup. Et Aboul Cassis, il va innover en matière de chirurgie et il va créer le premier livre illustré. On a aussi la figure d'Avenzoar, qui renforce l'idée que la chirurgie, alors l'idée qui était déjà présente, mais lui il va renforcer l'idée que la chirurgie est finalement indigne du médecin et lui-même va refuser de préparer ses remèdes. Là on sent déjà ce petit courant d'air là qui annonce la séparation des trois grandes professions médicales entre l'apothicaire, le médecin et le chirurgien qui pointe le bout de son nez. Il faut aussi parler du médecin qui s'appelle Averroès, qui est médecin mais aussi, alors attention, physicien, astronome, mathématicien et philosophe. Il étudie, lui, la médecine entre Séville et Marrakech. Et il a eu la charge de structurer des collèges, le collège à Marrakech. Et la nouveauté, c'est qu'en fait, il montre un intérêt renouvelé et assez singulier en islam, du coup, pour l'anatomie. Et lui, il va contredire Galien et Avicenne sur le rôle des vaisseaux et du cœur. Et finalement, Averroès va s'approcher très près de la réalité de la circulation sanguine. Il va simplifier la pharmacopée parce qu'il existait à peu près 800 remèdes et il va passer à 300 remèdes. Il va énormément simplifier ça. Il va recommander un usage immodéré de l'huile d'olive, le fameux régime méditerranéen. Et à la fin de la vie d'Averroès, on arrive à un moment où il va y avoir un basculement historique, c'est-à-dire que c'est la fin de la renaissance de l'islam, qui était faite d'ouverture intellectuelle, de tolérance, qui ont fait la gloire de l'Espagne musulmane. Et ça bascule tellement qu'en fait même les livres d'Averroès sont brûlés. Son disciple qui s'appelle Maïmonide, qui était un juif, un grand médecin juif de l'Espagne musulmane, qui était né à Cordoue, va devoir fuir. La question qu'on se pose, c'est, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais quid des réelles avancées de la médecine arabo-musulmane ? Bon, alors évidemment, je vous ai cité quelques noms qui s'en dégageaient, issus du monde musulman. Donc, les médecins musulmans ne pouvaient pas, par exemple, contribuer à l'avancée de l'anatomie parce que, en fait, pour eux, c'était une pure discipline intellectuelle. Ils n'avaient pas le droit de toute façon, d'autopsier des corps ou de toucher les esclaves ou d'étudier les esclaves. Donc en fait, il ne faisait que reproduire les œuvres des prédécesseurs, et notamment Galien, qui lui-même avait fait beaucoup d'erreurs anatomiques. Mais là-dedans, il y a quand même une exception que l'auteur cite au XIIIe siècle, c'est un Syrien qui s'appelle Ibn al-Nafis, et qui va décrire ce qu'il appelle la petite circulation, en contredisant, mais complètement Galien, et 4 siècles avant la vraie découverte du médecin qui s'appelle Harvey, qui va vraiment découvrir le système cardiovasculaire, mais 4 siècles avant lui et avant toutes les avancées technologiques modernes, ce Syrien va quand même décrire avec une vraisemblance incroyable la circulation sanguine. Cela dit, ça ne va pas aller plus loin, encore une fois à cause des interdits islamiques, et pourtant, il y a
il suffisait de peu de choses pour qu'il finalise en fait la théorie finale. Il y a eu quelques avancées, mais l'apport majeur, ça a été surtout l'organisation de la pratique et de l'enseignement de la médecine qui a été possible parce qu'ils ont été mieux organisés et avec une langue commune. Au XIe siècle, à Bagdad, il y a un médecin pour 300 habitants et je vous assure qu'à l'époque, c'est un chiffre qui est remarquable. Et il commence déjà à faire des visites à l'hôpital pour enseigner aux plus jeunes médecins. Et ça va devenir une profession qui va être réglementée et organisée. Les malades, par exemple, ils sont vus par des jeunes médecins. Ensuite, ils sont soumis à ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires qui avaient prêté un serment qui était inspiré d'ailleurs de celui d'Hippocrate. La parenthèse arabo-musulmane, elle se ferme, mais grâce à tout le travail de traduction et d'approfondissement qui ont pu se faire pendant 3 siècles, la Perse, Bagdad, Damas, Cordoue et l'Europe finalement, on va arriver à un moment où on allait pouvoir redécouvrir à travers tout cet héritage papier finalement, parce qu'ils avaient écrit énormément de livres, allait pouvoir redécouvrir son héritage antique. Alors la 6e période, qui est une période assez croustillante, je dois le dire, c'est celle du Moyen-Âge. Alors avant le XIe siècle, la médecine européenne, c'est une médecine monastique. C'est les moines qui pratiquent, qui essayent de pratiquer la médecine et se transmettent des savoirs médicaux. Et de par leur obligation de charité chrétienne, en fait, c'est là que va naître l'hôpital. Donc au départ, finalement, ce sont juste quelques lits qui sont réservés pour les moines, et puis ensuite, ça va être ouvert aux malades extérieurs, et notamment de ceux qui travaillaient sur les terres attenantes à l'abbaye, que les moines possédaient d'ailleurs, soit dit en passant. Et ces lieux, en fait, vont être qualifiés d'hôpital-dieu. Sûrement un nom qui sonne à vos oreilles. Il y en a encore dans beaucoup de villes. Et notamment l'Hôtel-Dieu de Paris a été fondé en 829. Au début, c'est un savoir très limité. Hein, c'est pas une médecine savoir. Hein, on ne cherche pas à faire progresser l'art de soigner. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est surtout soulager les malades. Alors, il y a un manque de formation et de connaissances anatomiques. C'est le plus rudimentaire de la base de la médecine. Hein. Et souvent, ça amène d'ailleurs les moines à abandonner leurs patients aux mains de barbiers plus ou moins improvisés et de chirurgiens de rencontre et autres charlatans. Et en fait, ça va contribuer encore davantage et pour longtemps à tenir une mauvaise image des manipulateurs du bistouri. Alors, il y a quelque chose qui apparaît dans les cloîtres, c'est le jardin médicinal. Et c'est là qu'on va cultiver des plantes et des herbes qui ont été étudiées par Oribas notamment, et de là viennent aussi les productions de liqueurs monastiques aux vertus médicinales supposées, hein, et ces fameux élixirs de jouvence qui ont fait la fortune des abbayes. Alors cette première version de l'hôpital, elle n'a pas non plus de vertus pédagogiques, mais ça va changer sous Charlemagne. Avec la Renaissance carolingienne, on va faire un effort considérable pour réorganiser l'enseignement. Il y a un médecin qui s'appelle Constantin l'Africain, qui a une connaissance profonde de la médecine arabo-musulmane. Il vit à Tunis, il va faire beaucoup de voyages, il va aller en Syrie, et en Égypte, il va partir aussi en Italie du Sud, et il finit par s'installer dans un monastère, où il entreprend en fait pendant 10 ans un travail gigantesque de compilation et de traduction du savoir médical arabe. Il va traduire notamment Isaac le Juif. Je ne pense pas que ce soit son nom de famille. Hein. Il va aussi traduire des ouvrages de Joannicius et celui de Ali Abbas, donc le fameux grand médecin arabo-musulman. Qui est le livre complet sur l'art médical qui sera la référence pour des générations d'étudiants avec l'une des sources majeures du savoir médical. Bon, alors le problème récurrent, évidemment, qui est toujours le même, puisque c'est la définition de récurrent, on reprend les auteurs sans avoir accès aux auteurs eux-mêmes. Et donc finalement, on va traduire en latin des textes arabes qui avaient déjà eux-mêmes été repris, simplifiés et traduits depuis le grec. Et c'est là qu'on peut comprendre les obscurités et les contradictions qui pouvaient apparaître dans les textes de Constantin.
Et tous les textes ne sont pas traduits, ce qui prive la médecine médiévale d'une singulière envergure. Il va y avoir une apparition d'écoles de médecine, et la première qui apparaît, c'est l'école de Salerne en Italie, qui est en dessous la ville de Naples et de Pompéi, qui est construite par des moines, mais l'école va se dégager de la tutelle ecclésiastique, et le modèle sera reproduit ensuite dans toutes les universités. On a en fait un collège de 10 médecins qui vont élire le doyen de la faculté. Les maîtres sont laïcs et ils sont rétribués par les étudiants. Cela allait dans le sens en fait des derniers conciles qui avaient interdit la pratique de la médecine par les moines. Donc finalement les moines en fait ils n'avaient même pas le droit de quitter leur monastère pour aller étudier la médecine, et ils n'avaient pas le droit non plus d'exercer des actes chirurgicaux. Et ça va favoriser la montée d'une médecine qui va être laïque. En 1231, l'empereur germanique va conférer à cette école le seul privilège de former les médecins au terme de 5 années d'études. Et les enseignants vont commencer à structurer un savoir médical universitaire. Et les traductions de Constantin, donc le fameux Constantin l'Africain, vont servir aux étudiants de Salerne. On va avoir un renforcement de l'art chirurgical dans cette école entre le XIIe et le XIIIe siècle, et notamment avec Roger de Salerne et son élève Roland de Parme, qui vont travailler sur les lésions cérébrales, les techniques de trépanation, les réductions des luxations et des fractures, les cures de hernie, les lithotomies. Alors lithotomie, c'était le fait d'enlever des caillots urinaires. Il y a un ouvrage qui va faire la renommée de l'école de Salerne, qui va être le régime de santé salertinien, où en fait va transparaître toute la philosophie de la médecine du Moyen-Âge. On va dire souvent qu'il faut respirer un bon air, traduction du bol d'air. Il va falloir faire des exercices physiques, de la marche, de l'équitation, de la corde à nœuds. S'ensuit ensuite un bon bain, qui était si souvent pratiqué au Moyen-Âge dans les étuves. Et au niveau de l'alimentation, il va falloir lutter contre la gloutonnerie au Moyen-Âge. Donc à cette époque, il faut savoir qu'on prenait 4 repas, mais les médecins en conseillaient seulement 2. Il fallait aussi dormir entre 8 à 10 heures par jour. Il ne fallait pas faire de sieste. Il fallait pratiquer, à l'image d'Hippocrate, de la purge préventive et une hygiène quotidienne soigneuse, y compris pour les dents et les oreilles, était largement recommandée. Et enfin, il fallait favoriser le coït pour éliminer le sperme fâcheusement accumulé. Ensuite, on va avoir l'école de Montpellier. Durant le Moyen-Âge, ce sera avec Paris l'une des plus grandes facultés de médecine en France. Elle va être créée en 1289. Et en fait, Montpellier, c'est une ville qui est sur le chemin du pèlerinage de Compostelle, et c'est un carrefour culturel et marchand, avec beaucoup d'hôtellerie et d'hospices, qui sont souvent entretenus par les moines pour accueillir les pèlerins. Et il y a une pluralité des nationalités. On va avoir des chrétiens, des sarrasins, des arabes, des lombards, des romains, des égyptiens, des juifs, des grecs, des gaulois, des génois, des espagnols. Donc c'est un grand brassage qui favorise quoi ? Eh bien le cheminement des connaissances. Alors en 1100, il n'y a pas encore d'université à Montpellier, mais il y a quand même un apprentissage auprès des médecins qui exerçaient à leur domicile. Et puis quand on estimait qu'on avait acquis assez l'art de la médecine auprès du médecin tuteur, on pouvait aller s'installer à son tour. En 1220, il y a un édit qui va organiser les études de médecine. Donc il va falloir à partir de ce moment-là faire 3 ans d'études, et avec au moins 6 mois en dehors de la ville de Montpellier. On va étudier pendant ces 3 ans des médecins comme Rhazès, Avicenne, Hippocrate, Galien, Aliabas, et tous ces ouvrages évidemment traduits par Constantin. À la fin de ces études, on a un examen de 4 heures qui se déroule devant un jury, et ça donnait accès au fameux baccalauréat, c'est-à-dire le droit de cueillir une baie, la bacca, sur la couronne de laurier, l'auréus, qui était sur le front d'Apollon, qui est l'ancien dieu de la médecine, et non pas le mec musclé qui sort de la piscine. Ensuite, ces médecins devaient assurer eux-mêmes
3 cours et puis ils avaient un examen de licence où en fait tous les 2 jours, l'étudiant doit soutenir une thèse qu'on lui a donnée la veille et ce 4 fois de suite. Il y avait un ultime examen nommé les points rigoureux avec 2 sujets qui portaient sur une maladie et sur un aphorisme d'Hippocrate. Et si il y parvenait, il obtenait alors sa licence, c'est-à-dire la permission d'exercer la médecine en tout lieu, mais avec l'obligation de donner des cours à l'école pendant 2 ans. Et alors pour les plus courageux, il existait un ultime examen qu'on appelait les triduanes, donc sur 3 jours, où en fait c'était des questions qui étaient posées par un jury et en cas de succès, on obtenait le grade de docteur en médecine et avec une cérémonie grandiose devant toute la ville. Alors l'université de Montpellier, c'est quand même un haut lieu de l'enseignement et du développement de l'art médical et pour la première fois en Europe depuis l'Antiquité, il y a un cursus d'études anatomiques qui va reprendre. Et en 1376, Louis d'Anjou, qui est le lieutenant du roi, va ordonner qu'un corps de suppliciés soit livré à l'école tous les ans, puis ensuite 2 fois par an à des fins d'études anatomiques. Alors pendant le Moyen-Âge, on va avoir aussi la renaissance de la chirurgie avec 2 grands maîtres chirurgiens. Le premier, c'est Henri de Mondeville. Alors lui, c'est un Normand qui est né en 1260. Il va étudier à Paris et puis à Montpellier. Alors c'est aussi le médecin des enfants de Philippe le Bel. Il revient ensuite enseigner à Montpellier et il va mourir en 1317 d'une tuberculose. Il a quand même une expérience de chirurgien des armées. Il a une réelle maîtrise du traitement des plaies. Il va préférer faire des pansements secs et faire ce qu'on appelle un parage des plaies, c'est-à-dire toujours nettoyer avant le premier pansement. Et il va instaurer l'élimination des souillures et des corps étrangers et l'utilisation du vin chaud pour les plaies. Donc ce sont les prémices des premiers antiseptiques. Et ensuite, il préconise un saupoudrage des plaies par du verre de gris. Donc le verre de gris, c'est de l'oxyde de cuivre, donc qui est antiseptique. Mais finalement, ça va être son élève qui va marquer le plus l'école chirurgicale de Montpellier. Et son élève, c'est Guy de Chauliac, qui est né en 1300 et qui meurt en 1368. Alors lui, il vient d'une famille de pauvres paysans en Lozère. Il a été un valet de ferme et en fait, la châtelaine qu'il sert se casse la jambe et il va soigner sa fracture. Et pour le remercier, la châtelaine va l'envoyer à l'université de Montpellier pour qu'il aille étudier la médecine. Alors il devient maître en médecine en 1325. Il va partir à Boulogne pour parfaire ses connaissances, puis il va à Paris. Et c'est un des derniers à vouloir finalement unifier à la fois la médecine et la chirurgie. Alors en 1348, il y a une terrible épidémie de peste et ce médecin va réussir à séparer la forme bubonique de la peste pulmonaire de grande contagion. Et il va écrire un ouvrage qui s'appelle Grande chirurgie, ce qui est une œuvre majeure et qui va être copié et réimprimé pendant 4 siècles et qui devient un classique absolu. Il était aussi compétent en art dentaire. Il va recommander de se faire soigner les dents par un médecin plutôt que par un barbier. Et finalement, à sa mort, la chirurgie va consommer son divorce avec la médecine et va entrer dans une période obscure. Alors, il y a ensuite l'université de Paris qui est créée en 1215. Alors, l'université de Paris a quand même des liens plus forts avec les autorités religieuses qui produit un certain conservatisme. Évidemment, sous la tutelle de l'Église, il n'y a que les clercs qui peuvent s'inscrire dans cette université de médecine de Paris. Alors au début, ils n'ont pas de locaux propres, un petit peu comme à Montpellier. Jusqu'au XVe siècle, finalement, l'enseignement se fait chez les médecins à domicile. Et l'université va attirer 4 nations, donc les Français, donc ceux qui viennent d'Île-de-France, les Normands, les Picards et les Anglais. Donc les Anglais, ça regroupait les Écossais, les Irlandais et les Allemands. Ne me demandez pas pourquoi. Et dans ce quartier de la bûcherie de Paris s'installe finalement un joyeux peuple, un peu turbulent et frondeur, qui parlait latin pour étudier. Et c'est là que vient le terme de quartier latin à Paris. En 1275, l'université a de nouveaux statuts et elle n'est plus seulement dédiée à la théologie.
Apparaît aussi à cette époque l'interdiction aux Juifs d'exercer la médecine, avec le nouveau doyen qui arrive à l'université de Paris et qui va instaurer ensuite la séparation entre les chirurgiens et les médecins. Alors historiquement, l'université de médecine de Paris étant dédiée uniquement aux gens de l'Église, aux clercs, même quand elle va être ouverte aux gens qui ne sont pas de l'Église, il va quand même y avoir l'aspect du célibat qui va être conservé par les médecins, et ce jusqu'en 1452. Une chose intéressante, c'est que l'exercice de la médecine, elle n'a jamais été interdite aux femmes, hein. Il y en a eu plusieurs qui ont été médecins et qui ont été connus au Moyen-Âge. C'était à peu près 1% des médecins. C'est pas beaucoup, mais ça existait. Par contre, elles ne pouvaient pas obtenir le diplôme universitaire. Les femmes médecins, par contre, elles vont disparaître à la Renaissance. Et il va y avoir un fort corporatisme religieux qui va être appliqué à l'université de Paris, avec finalement l'obligation d'assister à toutes les messes et un encadrement très strict du débat intellectuel. Donc à cette époque, finalement, Paris, Bologne et Montpellier vont assurer le quasi-monopole de l'enseignement de la médecine, et ça jusqu'au XIVe siècle dans tout l'Occident. Alors justement, l'université de Bologne, elle ressemble beaucoup à celle de Paris. Elle est fondée en 1123 et la fac de médecine est créée plus tard en 1250. Enfin, je veux dire, les locaux seront instaurés en 1250. Et elle a une réputation qui est surtout chirurgicale, avec notamment Hugues de Luc et son fils Théodoric. Ils ont une nouvelle façon de penser les plaies, et c'est finalement les premiers balbutiements des analgésiques avant de livrer le patient au couteau du chirurgien. Donc, comment on faisait à l'époque pour essayer de calmer la douleur? On prenait une éponge qui était imprégnée d'opium, de jusquiam et de mandragore, et on introduisait ces bouts d'éponge dans les narines du patient. C'est aussi dans cette université de Bologne qu'on met au programme en 1316 la dissection humaine. Et Guillaume de Salicet, qui est maître chirurgien à Bologne, va placer la chirurgie au même niveau que la médecine et va soulever l'importance de l'étude anatomique. Avec des nouveaux principes de classification, donc entre les troubles internes et les blessures diverses et les fractures. Et le disciple de Guillaume de Salicet va être Guy Lanfranc, qui va partir à Paris en 1295. Alors entre les médecins, les barbiers, les chirurgiens, c'est la grande querelle, puisque les chirurgiens barbiers rédigent leur statut en 1260 et ils entrent dans le livre des métiers. Et les médecins qui étaient des clercs donc à Paris vont avoir l'interdiction d'effectuer des actes de chirurgie et vont gérer plutôt eux une clientèle huppée. De plus, à Paris, ils sont 40 médecins pour 100 000 habitants, donc ce n'est pas beaucoup. Et du coup, le chirurgien barbier gère de fait la médecine commune du reste de la population. Et Guy Lanfranc va devenir le véritable fondateur de l'école chirurgicale française. Alors lui, il va pas pouvoir rentrer à l'université de Paris parce qu'il est marié, et comme à l'université de Paris, il faut être célibataire, c'est pas possible. Donc il va entrer au collège de Saint-Côme et Saint-Damien, qui est le collège des chirurgiens barbiers. Et il affirme, lui, que la médecine et la chirurgie sont indispensables l'une à l'autre. Il va être le professeur de Henri de Mondeville, qui va devenir un grand chirurgien. Et en 1313, Philippe le Bel va stipuler dans un édit que le chirurgien ne peut se livrer à son art qu'après un examen devant des chirurgiens jurés du roi. Donc en 1360, ils vont devenir une confrérie qui est reconnue par le roi, et ils vont pouvoir encaisser 50% des amendes pour exercice illicite de la chirurgie. Finalement, en 1371, les barbiers vont être réduits à soigner des plaies, des furoncles ou des bosses, ou à faire des saignées. Et en 1470, la fac de médecine voulut entrer dans le jury des chirurgiens, mais en fait ces derniers s'y opposent. Et donc pour se venger, les médecins vont promulguer des cours d'anatomie aux barbiers, qui obtiennent le droit de s'appeler barbier chirurgien de robe courte. Tout ceci évidemment dans le but de contrarier les chirurgiens. Cette guerre va se terminer en 1515 par un compromis qui est valable à Paris et dans quelques grandes villes. Mais pour autant, dans les campagnes, ces arrangements n'avaient pas cours, et les petits métiers de médecine perdurent, avec quelques figures illustres, notamment celui de l'inciseur, c'est-à-dire le lithotomiste.
C'est un geste qui est connu, mais qui est véritablement pas bien maîtrisé. Ça provoque des douleurs, des hémorragies et des infections presque habituelles. Mais en fait, l'inciseur qui est itinérant, il est déjà loin au moment où les complications post-opératoires apparaissent. Il y a aussi la figure de ceux qui traitent les hernies, et notamment les hernies inguinales. Non, c'est pas ça. Les hernies inguinales. Mais souvent, elles sont mal faites et ça aboutit à des castrations. Il y a aussi la figure de l'oculiste qui extrayait souvent les cristallins en cas de cataracte. Il y a l'arracheur de dents qui est tout en bas de l'échelle et qui arrache péniblement et avec hémorragie fréquente et source d'abcès les dents. Et enfin, venaient les charlatans qui vendaient aux villageois des charmes et des poudres magiques. Alors le Moyen-Âge, c'est aussi le temps des grands fléaux, et notamment la peste. Donc la peste qui est un mot qui vient du latin pestis, et pestis veut dire fléau, qui est transmise à l'homme par la puce du rat. En 541, elle va faire environ 300 000 morts en 2 ans et elle va envahir tout le bassin méditerranéen. Ensuite, ça va se calmer, puis ça va repartir par vagues, et ça jusqu'à la fin du 8e siècle. En 1320, elle va apparaître en Chine et en Asie centrale, et puis ensuite elle va arriver à Constantinople, elle va passer en Sicile, à Marseille, à Barcelone, à Valence, elle va remonter ensuite à Paris, puis à Londres, et la maladie est vraiment très virulente, et elle sème l'effroi. Et en fait, elle est sous 2 formes. Donc la première forme, c'est la forme bubonique. Donc on a une apparition des ganglions qui sont tuméfiés et douloureux, ce qu'on appelle les bubons, et ensuite qui vont noircir. C'est pour ça qu'on appelle ça la peste noire. Et le patient meurt en quelques heures, voire quelques jours, d'un tableau septicémique. Et ensuite, on a la forme pulmonaire. Donc là, c'est plutôt de la toux et des expectorations sanglantes qui sont très très contagieuses. Et en moins de 5 ans, il y a 1/3 de la population mondiale qui avait disparu, et il y avait certaines villes ou certaines régions où il y avait 50 à 75% des habitants qui étaient morts. Suite à ça, la peste va prendre un rythme de croisière. Elle va ressurgir tous les 10 à 12 ans. Il y a des épisodes à Londres en 1665 qui va faire 70 000 morts. Il y a un épisode à Marseille en 1720 qui va faire 30 000 morts en 6 mois, etc., etc. Et en fait, le changement de la pratique médicale avec une apparition de l'hygiène publique et préventive va beaucoup aider. On va isoler les pestiférés dans les campagnes. On va isoler aussi leurs proches pendant 10 jours. Donc leurs proches et leurs soignants. Et en 1377, c'est Dubrovnik qui va imposer pendant 30 jours une immobilisation de tous les navires suspects qui entrent dans son port, ce qu'on va appeler la Trentina. C'est pas une quarantaine, mais c'est une trentaine, quoi, qui sera adoptée ensuite à Marseille et à Venise dès 1383. Alors, autre fléau, c'est la lèpre. Alors, c'est quelque chose qui existe, qui est encore présent, qui existe encore, mais qui est assez bien contrôlé aujourd'hui. Depuis la haute antiquité, elle a été omniprésente en Orient, elle va reculer un petit peu en Europe au 9e siècle, et puis elle va ressurgir d'un coup au 11e. On ne l'explique pas trop, mais on pense que c'est peut-être dû à l'augmentation des interactions, notamment dues aux croisades en Orient. Il y a aussi 2 formes de la maladie, il y a la tuberculoïde et il y a la lépromateuse. Et donc la médecine unanime considère que la lèpre, elle est incurable, et que c'est plus comme un châtiment, une malédiction qu'une maladie. Donc son caractère infectieux va être dur à déterminer, d'autant que la période d'incubation, elle peut aller de 10 à 20 ans. Et la seule thérapeutique qu'on trouve à l'époque, c'est le bannissement. Donc on les habille en noir ou en rouge. Ils doivent aller vivre dans ce qu'on appelle des léproseries, avec une clochette autour du cou pour prévenir les vivants de s'écarter sur leur chemin. Mais toutefois, la charité chrétienne qui produit ces léproseries va aussi apporter beaucoup d'aide aux malades. À la fin du 15e, la maladie recule et les léproseries vont se vider. Alors la progression de l'hygiène, la peste en 1348 et l'immunologie de la tuberculose, qui est finalement une proche parente de la lèpre, vont peut-être
ont peut-être contribué à une immunité collective, pouvant expliquer finalement cette disparition. On va voir apparaître le métier d'apothicaire qui va également être réglementé. Il va devoir posséder l'antidotaire de l'auteur Nicolas. Les métiers en fait d'épicier et d'apothicaire ont été liés jusqu'en 1514 et en fait ça montre que l'essentiel des remèdes du Moyen-Âge en fait ça vient du végétal, comme les fleurs, les feuilles, les racines, les écorces, les résines et les gommes. Et les remèdes se classaient en 3 catégories. Donc on avait les altératifs pour compenser les excès de chaleur et de froid. On avait les évacuatifs pour expulser les mauvaises humeurs. Et on avait les spécifiques sur un organe ou un tissu particulier. Et le grand classique de la pharmacopée médicinale du Moyen-Âge, c'est l'opium. Alors, autre innovation, l'institution hospitalière va naître avec un principe de visite des médecins pour observer et étudier les diverses pathologies. Et on a l'apparition aussi du livre imprimé qui va permettre en fait la diffusion des connaissances. Eh bien, cette première partie est à présent terminée. Je vous propose de poursuivre l'histoire de la médecine à partir de la Renaissance jusqu'à notre époque contemporaine dans la vidéo numéro 2. Ciao!